Il y en a d'autres qui disent que la poésie, ça n'intéresse personne, et pour qui c'est presque gênant d'avoir quelques recueils de poèmes, surtout si ça ne fait pas partie des programmes scolaires. Parce que souvent, si c'est les Fleurs du Mal, par exemple, et que c'est étudié en lycée, bon, là, le libraire consent à faire une commande. Par contre, si c'est un poète actuel, moins connu, et qui va intéresser peut-être 3 ou 4 clients dans la boutique, là, il hésite même à faire une commande. Voilà, donc c'est très difficile. Et en plus, alors que nous avons toujours eu en France de très grands poètes, le public n'est pas vraiment... il n'est plus au rendez-vous. Voilà, voilà, et les pédagogues non plus d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont prêts à faire des cours de théâtre, faire des cours avec des lectures suivies de bandes dessinées, de romans, etc. Et par contre, qui ont vraiment des difficultés à se lancer dans un cours où il serait question d'un poète ou de la poésie. Alors, si on veut résumer un petit peu ce que nous avons dit, moi, Martine, c'est que la poésie, la diffusion de la poésie reste en fait une question de personne, que ce soit le libraire passionné, que ce soit l'enseignant passionné de poésie. Je pense que ces personnes-là accordent une attention particulière, soit à la diffusion dans les rayonnages de la librairie ou dans leur programmation scolaire pour faire une place à la poésie. Je dis ça parce que j'habite un village dans les Hautes-Alpes et nous avons une épicerie littéraire. En fait, c'est un bouquiniste et qui est aussi qui a une petite maison d'édition, les éditions Protext. Et dans cette librairie, il y a un nombre considérable d'ouvrages poétiques actuels. Bien sûr, on trouve quelques classiques, mais actuels. Et dans les Alpes de Haute-Provence également, il y a un autre village qui s'appelle Ballon, où il y a également une librairie, je crois, qui s'appelle l'Herbe Bleue, où il y a aussi un engagement en faveur de la poésie dans cet établissement. Donc voilà, c'est vrai que si la poésie ne rencontre pas de personnes passionnées, elle reste dans l'ombre, elle ne parvient pas à avoir la visibilité qu'on souhaiterait pour elle. D'où l'intérêt quand même de ce rendez-vous annuel avec le printemps des poèmes, bien sûr. Alors justement, être poète, d'après vous, Marie Vermont, est-ce un état particulier? Vous êtes la présidente de l'Académie René Vivien. On sait que René Vivien, qui a été une femme avant-gardiste, qui a pris pas mal d'initiatives, qui semble avoir eu à un moment donné beaucoup de vivacité d'esprit, avoir été assez rayonnante. À un moment de sa vie, il y a eu un basculement, elle prend du chloral à la suite du décès de son père, elle devient dépressive, elle finira anorexique et très alcoolique. Donc il y a cette idée que le poète, c'est quelqu'un quand même d'assez dérangé, ou en tout cas, il y a eu cette idée aussi qu'il était quelqu'un qui était tourmenté. Voilà, le mythe du poète maudit, le mythe rimbaudien. Oui, et puis aussi peut-être quelque chose d'obscur qui aurait à voir avec une certaine décadence. La vie de bohème aussi, la perdition, etc. Alors vous justement, quand vous écrivez, Marie, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous faut être dans un état particulier, ou est-ce qu'au contraire, vous semblez spontanément être inspiré, voilà, sans que ça passe par quelque chose de trop maladif? Je n'ai pas d'état particulier, enfin, je ne pense pas, en tout cas, il faudrait demander à Pierre qui partage ma vie. Je ne bois pas précisément au moment où j'écris, je ne cultive pas de cannabis pour le consommer, je n'abuse pas des stupéfiants, je ne les consomme d'ailleurs pas du tout. Non, j'opterais beaucoup plus pour la deuxième voie que vous proposez dans votre question, c'est-à-dire que voilà, quelque chose m'inspire, ça peut être un flash poétique, bon, on le garde
Et puis parfois la suite vient, donc il m'est déjà arrivé de composer un poème complètement sur mon téléphone, ou on y revient lorsqu'on a un petit peu de temps pour travailler le texte, le construire, et jusqu'à ce qu'il nous satisfasse. Hein, parce que voilà, l'écriture représente un vrai travail, un vrai travail du mot, un vrai travail de la syntaxe, du lexique. Même si l'idée vient comme ça, après il faut lui trouver son écrin, il faut le ciseler pour pouvoir avoir le reflet de ce que l'on veut faire apparaître par ces mots. Pour moi, c'est comme ça. Je suis satisfaite que quand ça correspond bien à ce que je ressens. Alors certains ont parlé d'un rituel d'écriture. Est-ce que il vous faut quand même réunir un certain nombre de conditions autour de vous pour pouvoir justement vous livrer à ce travail de l'écriture qui demande quand même une certaine perméabilité et en même temps une concentration? Un rituel, dites-vous, non. Bien sûr, il faut se ménager quand même un espace, hein, si on veut pouvoir travailler, un petit peu de calme, bien sûr, quelques dictionnaires pour justement travailler le mot, quelques ouvrages d'éléments de grammaire, hein, qui puissent aussi nous rassurer sur une formule pour laquelle on s'interroge. Hein, est-ce que c'est correct? Voilà, je pense que c'est important. Donc voilà, il y a, quand vraiment on met ça sur l'établi, il faut ces outils-là. Alors vous êtes poète, mais aussi souvent membre de jury. Est-ce que le fait d'être femme vous a conduite, Marie, à aborder certaines thématiques ou à les voir exprimer quelquefois, alors qu'on ne trouve pas cela, à votre connaissance, dans les poèmes masculins? Autrement dit, est-ce qu'il y aurait une spécificité de l'écriture poétique au féminin, ou est-ce que vous avez vu des femmes se lancer dans certaines thématiques alors que ça ne serait peut-être pas venu à l'esprit de poètes masculins? Alors, oui, bien sûr, il y a des poétesses qui ont bien sûr écrit sur des thématiques purement féminines. Je pense à Cécile Sauvage, par exemple, hein, qu'on a surnommée la poétesse de la maternité. Cécile Sauvage, qui est la mère du musicien Olivier Messiaen, qui s'est rendue célèbre, hein, par quelques-uns de ses poèmes où elle chante justement cette maternité qu'elle a sublimée. On peut penser aussi à Marceline Desbordes-Valmore, qui dans certains de ses poèmes a aussi abordé des questions peut-être plus propres aux femmes, à la vie intime, intime et privée, plus dans la sphère privée des femmes, parce que pendant longtemps les femmes accédaient difficilement à la sphère publique. On peut voir ça aussi, on peut faire le parallèle aussi avec la peinture des femmes. Je pense notamment à l'œuvre de Berthe Morisot. J'ai eu l'occasion de voir une exposition il y a quelques années, et c'est vrai que dans la peinture de Berthe Morisot, ce sont des scènes plus intimistes que l'on peut trouver chez des peintres hommes masculins. Après, à l'opposé de ça, on peut aussi trouver des poétesses qui s'expriment avec beaucoup de virilité, je pense, et même une certaine provocation. Je pense par exemple à Joyce Mansour, qui est une poétesse surréaliste, qui a été une poétesse qui a versé vraiment quelque chose de provocateur, sciemment, je pense, et puis ça faisait partie aussi d'un mouvement littéraire à l'époque. Donc je pense que les choses ne sont pas aussi figées que l'on pourrait imaginer. Hein. Les femmes sont aussi en mesure d'aborder des thématiques autres que celles qu'on pense a priori réservées pour elles. Alors vous connaissez particulièrement bien la poésie de René Vivien. En quoi vous
semble-t-elle justement avant-gardiste et en quoi vous semble-t-elle aussi, dans sa spécificité, quand même très féminine? Alors évidemment, on peut se dire qu'elle a une façon d'exprimer le désir qui l'est, mais Louise Labbé, bien avant, l'avait fait, avec d'ailleurs pas mal de hardiesse et beaucoup de liens avec l'intimité féminine. Là, on passe à une autre façon encore de s'affirmer dans le cas de René Vivien. Qu'est-ce que vous en pensez? La poésie de René Vivien était évidemment féminine puisqu'elle a chanté l'amour saphique et très ouvertement, et en cela elle est d'une grande modernité parce qu'elle s'est affirmée, on peut dire affichée en tant que lesbienne. Ses poèmes ne laissent pas de doute, ils sont sans ambiguïté, donc évidemment il y a une grande féminité dans ce qu'elle exprime, les amours qu'elle a pu avoir, les peines que cela a pu lui provoquer aussi. Donc oui, une poétesse hautement féminine, mais moderne aussi, moderne par cette affirmation sans ambiguïté sur sa situation, son orientation de vie. Alors pendant longtemps, elle va laisser planer le doute quand même sur son identité, c'est-à-dire se faire passer aussi pour un poète masculin. Est-ce que justement, en lisant les poèmes et en ne sachant pas que c'est René Vivien qui les a écrits, on pourrait se dire qu'après tout, un homme aurait chanté le sentiment amoureux, le plaisir, la séduction féminine, finalement de la même façon? Ou est-ce qu'il y a vraiment une patte là qui est propre à René Vivien et qui est propre peut-être à sa féminité, justement? Alors, pour revenir au fait qu'elle ait joué un petit peu sur son identité, c'est vrai que de son vrai nom, elle s'appelle Pauline Tarn. Elle a d'abord signé ses poèmes de René masculin Vivien, mais il faut resituer ça dans une époque où les femmes écrivains n'avaient pas forcément droit de voix au chapitre comme ces messieurs. Donc elles avaient cette stratégie d'adopter les prénoms masculins. On pense bien sûr à Georges Sand, Daniel Stern qui était Marie Dagoult, qui a signé pas mal d'œuvres de ce nom-là, un nom aussi masculin. On pense à Gérard Bouville, qui n'est autre que Marie de Heredia, la fille de José-Marie de Heredia. Alors après, pour revenir à votre question sur la patte féminine exclusive dans la poésie féminine, au tout début du prix René Vivien, que nous avons repris à l'Académie René Vivien en 1994, le règlement stipulait que les textes devaient chanter la femme. Alors, pendant une bonne dizaine d'années, nous avons donc eu des candidats et candidates qui nous envoyaient bien sûr des textes dans lesquels ils évoquaient la femme. Dans le règlement, il était précisé quel que soit son rôle dans la vie. Et des hommes étaient capables de chanter effectivement l'intimité de la femme, mais de leur point de vue à eux, bien sûr. Je me souviens très bien d'un manuscrit que nous avions reçu dans lequel le poète chantait la vie d'une religieuse. Voilà, c'est pour dire que... Mais selon leur regard masculin, je pense qu'il y a quand même une nuance à apporter sur ce plan-là, parce que on sait bien qu'on ne nous éduque pas à regarder la vie forcément de la même façon. Je pense que ça tient à cela. Donc vous pensez que c'est quand même plus facile pour une femme de parler des femmes que pour un homme de parler d'une femme? Non, je n'ai pas dit ça. Non. Je pense que certains poètes ont écrit des choses absolument admirables sur les femmes. Et oui, admirables et d'une grande
grande sensibilité, j'oserais dire, féminine. Comme certains romanciers. Oui, tout à fait. Si on prend Balzac, par exemple, il a fait des portraits de femmes tout à fait pertinents. Et les choses ne se clivent pas aussi de façon aussi simpliste que ça. Mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a une part féminine aussi dans chaque auteur, qu'il soit homme ou femme. Est-ce que, en tant que présidente cofondatrice de l'Académie René Vivien, quelle place vous semble occuper de nos jours, en ce début du XXIe siècle, la poésie dans la société? On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Il est difficile de la rendre visible, alors que beaucoup de gens écrivent de la poésie. Écrire de la poésie, oui. Avoir le nombre d'ouvrages publiés chaque année, quelles que soient les maisons d'édition, et un compte d'auteur ou d'éditeur, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais elle n'a pas sa place parce qu'elle ne se lit pas. On en parle, oui, on évoque la poésie, mais ça va guère au-delà de cette évocation qui reste très superficielle ou stéréotypée. Voilà, on peut écouter les commentaires d'un numéro de cirque, par exemple, en évoquant la poésie de ce numéro. Oui, c'est vrai, mais après, ça va guère au-delà. Les ouvrages restent orphelins de lecteurs. Est-ce que le fait de proposer des prix, justement, ça stimule quand même un peu d'intérêt pour les associations, les académies? Nous, lorsque nous avons créé le prix René Vivien, d'abord c'était pour sortir un petit peu de l'ombre René Vivien, parce qu'en 1994, elle était encore très occultée. On ne trouvait pas ses ouvrages. Maintenant, ils sont publiés, ils sont republiés. Mais elle a commencé à sortir un peu de l'ombre grâce à Jean Chalon, Jean-Claude Goujon, qui a publié une biographie de René Vivien dans les années 80. Et puis Régine Desforges également, qui l'a sorti un petit peu de l'ombre par des éditions, et notamment un livre, Femme sans teint, dans lequel elle a mis en regard les poèmes de René Vivien et des photos d'une femme d'origine roumaine, je crois, dont j'ai oublié le nom. Et voilà, c'était cet ouvrage, Femme sans teint, c'est un des premiers ouvrages qui a permis la réédition de certains poèmes de René Vivien. Bon, maintenant, fort heureusement, ils sont publiés dans des éditions tout à fait accessibles. Alors que dans les années 90, on ne les trouvait que chez les bouquinistes, chez les libraires, les bibliophiles. Alors le prix René Vivien, justement, qu'est-ce qui vous donne l'envie de renouer avec cette tradition du prix René Vivien? Je le disais tout à l'heure, c'est effectivement faire revivre un peu le souvenir de René Vivien. Prix René Vivien, quand on lit ça dans une liste de concours de poésie, tiens, qui est ce personnage? Voilà, ça peut interpeller. Après, oui, parce qu'il a été créé en 1934, je crois, 34 ou 35, par Hélène de Zuilen, qui a été une des dernières compagnes de René Vivien, et qui était une personne issue de la famille Rothschild, donc très fortunée, et qui s'est occupée de la publication des œuvres de René Vivien à titre posthume. Et elle a donc créé ce prix qui a été remis jusqu'en 1939. Ça s'est arrêté à ce moment-là avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle a dû se cacher, étant donné le contexte historique de l'époque. Et ensuite, ce prix a été
été repris après la guerre, en 1946 ou 1947, par Nathalie Barnet, qui a été aussi une compagne de René Vivien, et qui a relancé ce prix-là jusqu'en 1962. Et ensuite, plus rien du tout jusqu'en 1994. Et quand on a proposé ce prix-là, moi je ne connaissais pas l'histoire du prix René Vivien. C'est bien plus tard que j'ai découvert que ce prix René Vivien avait déjà existé et qui a été notamment remis à des plumes assez illustres comme Marguerite Yourcenar ou bien Germaine de Beaumont ou bien même Louise de Villemorin. Donc voilà, j'ai réussi à faire un petit historique de ce prix et j'en étais assez surprise. Je ne soupçonnais pas qu'il ait pu exister auparavant. Alors justement, par rapport à tout ce que vous avez évoqué jusqu'à présent, y a-t-il des choses qui vous semblent importantes à mettre en avant ou des choses que j'aurais pu oublier de vous faire exprimer concernant la poésie, concernant Vladimir René Vivien, concernant votre œuvre aussi, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter? Ajouter, oui, d'une certaine manière, c'est toujours cette question, pourquoi la poésie est-elle autant invisible, hein, et comment la faire? Moi, pour avoir beaucoup travaillé avec des élèves dans les différentes classes que j'ai pu avoir, les enfants adhèrent à la poésie, ils adorent ça. Le moment de poésie, c'est un moment très particulier pour eux et ils ressentent les choses de façon absolument extraordinaire. Et moi, je me pose toujours la question, mais pourquoi la poésie reste-t-elle enfermée à l'école? Pourquoi est-ce qu'elle ne parvient pas à sortir de l'école? Pourquoi est-ce qu'elle ne parvient pas... Pourquoi l'école ne parvient pas à faire en sorte que la poésie fasse école? Pour moi, c'est une vraie question. Il y a quelque chose là qui fait obstacle, qui fait écran. Alors, je pense que peut-être que dans les niveaux de classe plus supérieurs, au lycée par exemple, pour en avoir fait l'expérience moi-même, la poésie est présentée comme quelque chose à disséquer. Alors, je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire aimer la poésie. Hein. C'est une présentation, une manière de faire très contraignante qui peut inhiber aussi un certain nombre d'élèves et voilà, créer des blocages après pour ne plus y venir. Et puis ça place aussi la poésie sur un piédestal, c'est-à-dire quelque chose d'un peu sacralisé. Il faut connaître tout ça pour pouvoir lire la poésie, il faut que je connaisse toutes ces règles de prosodie, toute cette mécanique d'écriture, cette technique d'écriture pour pouvoir comprendre et aimer la poésie, alors que non, pas du tout. Et je pense que c'est peut-être aussi ce travers de l'enseignement, peut-être, qui est à l'origine de ça, et puis peut-être une société qui peut-être plus matérialiste. Enfin, je sais pas, je dis quelque chose d'un peu banal, là, mais on peut s'interroger là-dessus aussi. Alors, il y a quand même des pays dans le monde, je pense à Haïti, je pense au Canada, je pense à la Pologne, je pense à la Roumanie, où la poésie est quasiment quotidienne. Tout à fait. C'est quelque chose d'assez familier pour tout le monde, dans toutes les catégories sociales. Il n'y a pas cette espèce de barrage, finalement, que nous avons en France. Alors, c'est un peu regrettable, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons en France de très grands poètes et que c'est quand même bien dommage que ce soit souvent des poètes plus reconnus dans la francophonie qu'en France. Alors moi, je me pose un petit peu la question aussi, est-ce que ce n'est pas non plus, au XXe siècle, il y a eu un mouvement littéraire, le dadaïsme, qui a rompu tous les codes de la lecture poétique, tous les codes d'écriture poétique, à tel point que peut-être que c'est ce qui a fait qu'on
s'est écarté de ce mode d'expression, enfin de la lecture de ces textes, parce que c'était plus de l'ordre de l'amusement, de la provocation, au détriment de l'expression peut-être de sentiments ou de choses plus accessibles à tout un chacun. Je pense que le dadaïsme a peut-être fait croire à une forte intellectualisation de la poésie, peut-être. Je me pose la question. Alors, en raison justement du contexte et puis aussi de l'éloignement, vous nous avez apporté 2 recueils, Marie, qui sont là-bas, exposés. Ces recueils, donc, vous allez nous les présenter, mais auparavant, j'aurais aimé que vous nous présentiez un petit peu l'ensemble de votre œuvre, ou en tout cas les thématiques sur lesquelles il vous semble que vous êtes revenu le plus souvent. Alors, mon œuvre n'est pas, je n'ai pas une grande œuvre, hein. J'ai publié 4 ouvrages. Je ne peux pas dire que j'ai de thématiques récurrentes, hein, voilà, je pense que c'est... Je n'écris pas sur des thèmes particuliers. Peut-être aussi dans Vocalise, là, c'est une petite plaquette de 10 textes qui portent davantage sur la musique, parce que voilà, ce sont des textes qui sont écrits à partir de sculptures représentant des musiciens, et pour chaque texte, j'ai donc associé une œuvre musicale. Ce que je fais, je le disais tout à l'heure... vous aviez déjà fait un peu avec Clair-Obscur. Hein. Voilà. Dans Clair-Obscur, il y a aussi un lien avec la musique. Oui. Et puis, il y a des illustrations Vermouth, c'est-à-dire qu'elle fait la poésie, elle écrit des poèmes, et puis en plus, elle illustre. Et oui, bon, c'est une poésie intimiste, hein, je dirais quand même. Après, je sais pas, dans certains poèmes, la nature m'inspire beaucoup. La nuit, voilà, dans cet ouvrage qui est maintenant épuisé, Silence et Capella, c'est vrai que les retours que j'ai eus, on m'a dit la nuit est très présente dans cet ouvrage. Bon, peut-être que c'est un moment de latence aussi qui est plus inspirant. Et puis mon dernier, Éphéméride, il y a des choses d'actualité. Bon, par exemple, il y a un poème que j'ai écrit sur l'incendie de Notre-Dame, après sur la nature, les enfants aussi, voilà, parce que je me suis quand même, je consacre une grande partie de ma vie professionnelle aux enfants, la vieillesse parfois aussi. On a fait le lien tout à l'heure entre le Printemps des poètes à Paris et le thème choisi de l'éphémère. Vous qui avez écrit l'éphéméride, comment vous pourriez parler de l'éphémère? Qu'est-ce que c'est pour vous, Marie, l'éphémère? L'éphémère, c'est un instant. C'est quelque chose qui se capte, que l'on essaie d'attraper comme une idée poétique, comme un cliché photographique, comme un instantané. C'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas, et si on veut qu'il dure, il faut l'imprimer par les mots, par la photo, c'est un regard. Oui, c'est quelque chose qui ne dure pas, l'éphémère. Mais en même temps, on en prend conscience. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous inviter maintenant à nous lire peut-être quelques poèmes, puisque nous avions décidé, Marie et moi, de vous lire aussi quelques poèmes. Nous sommes dans les temps par rapport à l'entretien, donc tout devrait bien se passer. Et puis après, on laissera justement à l'auditoire la possibilité de poser des questions par rapport à tout ce qu'on a déjà pu dire. Donc, je vous laisse commencer peut-être. Oui, alors au hasard. Voilà. Par exemple, voilà.
ça c'est un Latence, c'est un poème que j'ai écrit sur mes souvenirs de pensionnat. Et j'ai associé à ce poème une œuvre d'Alexandre Borodine, La Petite Suite, et donc un extrait de cette petite suite qu'il a intitulé Au couvent. Latence. Dans le dortoir glacial et silencieux s'alignent les linceuls des rêves d'enfants. Un claquoir martèle les heures, astreint le geste. Le scapulaire empesé de règles amidonne la fougue, faire les rires, tandis que les chuchotements fomentent les revanches différées. Alors moi, le poème que j'ai choisi dans Clair-Obscur, donc, c'est un poème à la fois qui fait le lien avec l'éphéméride. Alors vous ne saviez pas encore, Marie, que vous, un jour vous intituleriez un autre recueil l'éphéméride, mais il en est question quand même déjà dans le poème, preuve que ça vous travaillez cette histoire de l'éphéméride. Et puis ça a à voir avec l'exil, et je me suis dit que finalement il y avait une actualité dans ce poème. Ton exil semblable à la nuit sans fin de la suite fantasmagorique d'Henri Loche. Henri Loche, c'est un musicien pas très connu. Non, c'est un compositeur actuel. Je ne suis pas sûre qu'il vive encore. Il vit à Paris, directeur d'un conservatoire à Paris. C'est là qu'on réalise quand même votre très grande connaissance de la musique. C'est vraiment quelque chose qui a une part importante. Oui, puis c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer. Exil. Ton exil empesé de convenance endeuille mes heures. L'éphéméride indolent s'effeuille. Mes espérances hâlent mon âme douloureuse. Vous me donnez la répartie. Alors, je disais tout à l'heure que la nuit était inspirante. Donc là, je vais vous lire un poème que j'ai intitulé La Lune. Médaille lumineuse offerte à la nuit, bienveillante, elle escorte ma route. Noctambule, elle s'invite dans nos songes. Discrète, elle s'efface au point du jour. Je peux enchaîner avec un autre, un petit peu dans la même veine. La nuit replie le jour. Dans un théâtre d'ombre où s'animent les songes dans l'écho du silence. Au petit matin, la nuit déboutonne sa robe. Le ciel en rougit et se farde à la clarté du jour. Alors le printemps des poètes, c'est aussi le printemps avec ses fêtes pascales. Et là, j'ai choisi un poème en relation, en tout cas en résonance, avec le Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolese, qui pense, donc, P-A-N-S-E, l'histoire meurtrie. Et effectivement, vous avez vécu pendant longtemps à Ivry, en tout cas à Amiens, dans la Somme. La Somme qui a été meurtrie bien sûr par le premier conflit mondial. Et justement, il y a un poème qui est consacré à la mémoire, à laquelle je suis attachée parce que mon grand-père s'est battu là-bas, et puis parce qu'aussi je suis moi-même historienne, et puis à cause aussi peut-être de cette illustration que vous avez mise tout à côté, et où on voit donc un cimetière qui est probablement un cimetière militaire, voilà, dévolu aux soldats disparus. Mémoire. L'automne exhale l'infernale saison, dictée de revanche, moissonnée de douleur. Les âmes rangées dérangent l'oubli confortable. Gravées, elles hantent l'écho mutilé. La fleur des champs garance le souvenir, tandis que la paix se languit d'éternité.
Oui, parce que voilà, il faut savoir que dans la Somme, donc il y a eu cette grande bataille de la Somme en 1916, et les routes de la Somme sont jalonnées de cimetières militaires, hein, sur vraiment des parcelles énormes, et des mémoriaux également sont érigés avec des milliers de noms, hein, de soldats reconnus et d'autres qui sont encore de nos jours considérés comme disparus parce qu'on n'a pas, soldats inconnus parce qu'on n'a pas retrouvé leur identité. Et c'est vrai que dans la Somme, on est quand même un peu marqué par cette histoire, hein, voilà, que l'on a partagée avec d'autres pays, hein, notamment l'Angleterre, hein, qui a été très, très marquée aussi, qui a perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de soldats dans la Somme. Quand je dis l'Angleterre, c'est le Commonwealth. Hein. Donc on a des cimetières sud-africains, on a des cimetières canadiens, on a des cimetières australiens, d'Afrique du Sud, avec des mémoriaux pour chacune de ces nations. Voilà. Oui. Alors, voilà, moi je peux écrire aussi sur... voilà, quand je parlais tout à l'heure des choses éphémères et des clichés que l'on happait un petit peu dans le quotidien, là c'est un orage, hein, qui se prépare et qui finit par éclater. Le zéphyr se faufile dans la chaleur écrasante du soir. Il caresse l'espace d'une fraîcheur bienveillante. Les feuillages frémissent d'aise, puis s'agitent et se torsent dans une chorégraphie dantesque. Sur le ciel menaçant, une clarté éclate et parafle le crépuscule, alors que la foudre éructe sa colère dans un effroyable crépitement. Puis la fureur s'apaise dans le silence ruisselant des paysages ravivés. Départ. Le logis s'est déshabillé de mon enfance. Il expire mon âme dolente. Jadis, les passions giflaient ces murs. Mes rires les ont caressés. La maison éteinte, léthargique, attend son nouveau souffle. Donc là aussi, des passages fugaces. Oui. On a l'impression que c'est juste avant de tourner la clé et puis qu'on va... Oui, là c'est en fait lorsque j'ai fait un dernier tour dans la maison de mon enfance que ma mère a vendue et pour s'installer ailleurs. Et voilà, c'est vrai que cette maison vide dans laquelle on fait un ultime tour fait renaître des sensations, des souvenirs, des bruits, des odeurs parfois aussi. Voilà. Alors là, je vais passer au dernier recueil en date, donc l'éphéméride. Est-ce que vous voulez qu'on partage la lecture de ce recueil? Je vous laisse commencer. Alors, tout à l'heure, je disais que j'avais composé un poème sur le soir de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, hein, voilà, le 15 avril. Ça fait 2 ans. Que 2 ans? Oui. Bon, voilà. Donc, dans la soirée, voilà, ce texte m'est venu assez rapidement. Notre-Dame immolée sur l'autel de la miséricorde. Sacrifice pointé vers le ciel, un cierge incandescent se prosterne et sombre dans le brasier dévorant la forêt ancestrale. Des larmes de plomb brûlent les regards dans une ferveur retrouvée. Les Samaritains, à bout de bras, aspergent le chemin de croix embrasé. La couronne d'épines miraculée auréole l'espérance. Toujours dans le même recueil, l'éphéméride, sur une musique de Henri Purcell, que j'aime particulièrement.
Vous avez choisi de vous exprimer sur l'ère du froid et de saisir donc la nature léthargique, l'hiver, en parlant de l'eau. L'eau vive, captive, s'épanche en larves de glace au bord du torrent léthargique. Orfèvre, l'hiver taille dans l'or blanc des frimas sa parure de cristal, pailletée de transparence. Une rose frileuse s'est éclose dans les grains scintillants du silence hivernal. Sur le sol engourdi, une feuille abandonnée gît dans son linceul de givre. Alors après, nous avons tous, bien sûr, nous sortons d'une certaine manière, mais nous ne sommes pas convaincus d'en être sortis de cette période liée au Covid. Et donc j'ai écrit 2 textes. Bal et masque. Une danse macabre ouvre le bal des conscrits. La bergamasque se fige. Les masques tombent, égarés, dans une coupable insouciance, rackettés dans un cupide négoce. Fragilité mise à nu, confinement mondialisé, monde sidéré suspendu au gibet du virus couronné. Donc un autre texte qui, celui-là, a reçu un prix des mots suspendus. Le virus couronné s'invite au bal de la vie. Tambourinaire, il marque l'infernale cadence, et sur les lignes de vie, il mène une funeste farandole. Souverain, il taquine la Camarde dans les volutes serpentines d'une quête salvatrice. Danse macabre où le masque frêle garant de vie, sésame précieux, orchestre nos libertés conditionnelles. Et lorsque tombe le masque dans un éclat de vérité, la farandole se fige. Alors le roi tire sa révérence et s'efface en toute immunité. Alors cette fois-ci, c'est pas la pandémie du coronavirus, c'est peut-être prémonitoire dans votre écriture. Il y a quelque chose qui a à voir avec la guerre, alors que quand ce recueil est paru, l'éphéméride, Marie, vous ne saviez pas encore, et nous non plus, qu'il y aurait une guerre en Europe bientôt. Enfance sans parole, c'est pas du juste. Il y a un grand qui joue à la guerre et qui a cassé ma maman. J'ai ramassé les morceaux, je les ai recollés, je les ai scellés dans les crins de ma mémoire, sertis à jamais dans mes heures graves et singulières. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants orphelins ou d'enfants qui vont être sans doute longuement traumatisés à 2000 km d'ici, qui risquent un jour de se retrouver exactement dans ce poème, alors que justement, vous avez écrit ça en lien peut-être avec une cour de récréation ou avec je ne sais quel autre événement, mais on a déjà l'impression que c'est déjà inscrit dans l'histoire à venir, quoi, et nous y sommes. Mais avant l'Ukraine, il y a eu d'autres guerres, il y a eu la Syrie. Voilà, et c'est vrai qu'on a eu aussi à accueillir des enfants à l'issue, un exil lié à ces conflits. Et j'ai eu moi-même à m'occuper dans ma fonction professionnelle justement des enfants migrants. Donc avec tout ce qu'ils ont, on peut imaginer tout ce qu'ils ont à vivre avant d'arriver sur notre territoire. Des enfants dont on avait cassé la main. Entre autres. Après, bon, moi je peux faire un peu l'écho de ce texte avec un autre texte issu également d'éphéméride sur l'enfance aussi, l'enfance qui vit des choses difficiles parce que vulnérable.
La démence consentie dicte l'horreur, mine les chemins de l'innocence, brise les rêves de l'enfance. Abîmé d'absence, noyé de chagrin, le regard lie à perte de vie la folie humaine. Les jouets écoutent la douleur, raniment les ombres, redessinent son sourire. Alors, la présence silencieuse caresse la trêve. Alors, ces moments de trêve, quelquefois, ce sont des moments où justement on se raccorde à peut-être ce qui est l'essentiel dans nos vies, à ce qui fait que justement l'amour est possible, le partage et à nouveau la confiance dans l'avenir, tout simplement. Donc j'ai choisi, en tout cas moi, pour terminer mes lectures, ce poème qui est un poème tourné vers peut-être un avenir meilleur, en tout cas nous l'espérons tous. Un soir, 2 solitudes ont jeté l'ancre au pied d'un phare complice. Balayés par une ronde lumineuse, leurs regards se sont amarrés à leurs espérances partagées. Une vague incertaine les entraîne dans les flots insondables des heures précieuses, bercés par le ressac des caresses et le murmure des mots accordés. Un très beau poème d'amour, en fait. Et bien, on va rester sur cette belle note. Alors, maintenant, je voudrais savoir si justement, dans l'auditoire, qui a été très recueilli, très sage, je vous remercie beaucoup de toute cette concentration dont vous avez été capable, s'il y a des questions à poser. Donc, n'hésitez pas. Parce que nous avons quand même dit finalement beaucoup de choses. Peut-être que vous avez envie de réagir. Prête mon micro avec plaisir. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Alors, de toute façon, vous allez avoir l'occasion quand même de nous revoir. Alors, de nous revoir parce que j'espère que de toute façon, on va aller vers quelque chose de plus en plus apaisé, enfin, nous l'espérons tous. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain Printemps des Poètes de 2023. Entre-temps, peut-être que nous aurons eu le temps, avec Madame Paulery qui nous a rejoint, de préparer la 10e édition en 2024 avec l'espérance d'obtenir du Printemps des Poètes le label Ville en Poésie pour l'UNEL. Sera-t-il accepté? On verra bien si notre dossier est suffisant. Ensuite, nous avons l'intention à l'UNEL peut-être d'installer l'antenne de la délégation occitane de l'Académie René Vivien, puisque cette Académie René Vivien à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure est une académie nationale ouverte à l'international avec des membres qui vivent soit en Suisse, soit en Belgique, soit même en Grande-Bretagne. Et elle a différentes délégations. Alors jusqu'à présent, c'était surtout, Marie, des délégations dans le nord de la France. Là, on a donc la délégation Picardie, là, le berceau de l'académie, mais bon, maintenant elle a migré donc, là où j'habite, hein, dans les Hautes-Alpes. Donc moi j'ai donc la délégation PACA. Nous avons également des membres en Île-de-France qui représentent la délégation Île-de-France. Et puis, vous, Martine, la délégation Occitanie. Et je pense qu'on va pouvoir aussi créer une délégation Aquitaine. Hein, on a 2 membres là qui viennent de nous rejoindre assez récemment. Et je vais les solliciter pour pouvoir mettre en place une nouvelle délégation. Alors, sinon, vous pourrez nous retrouver donc toutes les deux le 11 juin à la Maison de la Poésie d'Avignon, où nous parlerons des Traubairis, femmes poètes du Sud au XIIe et XIIIe siècle, et des femmes poètes du Sud aussi aujourd'hui au XXIe siècle, bien sûr. Et ensuite, le 25 juin, vous pourrez nous retrouver également à 15h
aux Gazettes Café de Montpellier, où là, nous parlerons de l'Académie René Vivien et de René Vivien, bien sûr, avec, en votre présence et avec comme invité un membre d'honneur de l'Académie René Vivien qui n'est autre que l'arrière-petite-fille. La petite nièce. Imogen Bright, qui est la petite nièce de René Vivien. Et qui est donc la fille d'Antoinette. La petite fille de la René Vivien avait une sœur, Antoinette, et donc Imogen Bright est la petite fille d'Antoinette, donc la petite nièce de René Vivien. D'accord. Alors, donc elle viendra, donc Imogen Bright, elle viendra nous parler de la personnalité donc de cette tante, ou en tout cas des souvenirs qui lui sont parvenus. Et nous, on essaiera aussi d'intervenir pour parler de la figure de René Vivien à travers la littérature. Voilà, la figure littéraire de René Vivien qui sera complétée par le regard un petit peu plus familial, un petit peu plus intime que pourrait nous apporter sa petite nièce. Voilà, donc Marie et Imogen Bright seront mes invités, je leur poserai des questions difficiles. Bon, alors donc après... Je vais commencer à réviser alors. Après, vous pouvez quand même nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le site de l'Académie Vivien. Il y a maintenant une page consacrée à l'Académie René Vivien sur Facebook. Il y a une chaîne YouTube où il va y avoir bientôt des extraits du film d'aujourd'hui. Et puis après, bien, il y a également le prix René Vivien pour le cas où certains d'entre vous seraient des poètes qui souhaiteraient y participer ou connaîtraient des poètes qui seraient susceptibles d'y participer. Voilà, donc n'hésitez pas à parler de ce prix René Vivien, qui n'est pas si facile quand même à obtenir. Il y a un jury qui est qui est exigeant. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, Marie va nous présenter donc les deux recueils qu'elle a apportés. Et si vous voulez, eh bien, vous pourrez vous procurer l'un ou l'autre de ces recueils. Voilà. Donc n'hésitez pas, Marie, à aller faire autre chose. Juste une dernière petite chose. Éventuellement, les personnes qui seraient intéressées par le prix René Vivien, venez vers Martine Biard ou moi-même, nous vous donnerons les coordonnées du site sur lequel vous pouvez trouver les règlements. Voilà. Et puis peut-être, avant de nous occuper de l'aspect un peu plus mercantile de notre intervention, moi je tiens absolument à remercier Martine Biard de m'avoir invité et évidemment la ville de Lunel qui organise cet événement poétique et qui justement fait partie de ces actions qui permettent de donner une certaine visibilité et puis d'organiser des rencontres et des dialogues, des conversations, des échanges autour de la poésie et qui peuvent peut-être développer un petit peu plus cet aspect littéraire. Voilà. En tout cas, merci à vous et merci de votre attention à ce moment qui m'a été consacré. Nous avons prévu un livre d'or, donc n'hésitez pas aussi à vous exprimer. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir un peu de timidité ou être dans la réserve, disons, quand il s'agit de s'exprimer. N'hésitez pas à poser des questions si vous en êtes venu entre tout à l'heure et maintenant. Oui, je ferai. Moi, j'abonde dans ce qu'a dit Madame concernant le caractère fort, fort étroit qu'occupe la poésie dans notre vie. Et je pense que c'est, comme vous l'avez dit, non, je n'en ai pas besoin, comme vous l'avez dit, je pense que cela est en rapport avec un mode de vie, entre guillemets, moderne, qui est fortement marqué par d'autres valeurs que je dirais qui sont prosaïques, vulgaires,
qui font que la poésie occupe une place aussi étroite dans notre existence. Alors que je pense que c'est un art majeur qui peut transformer, apporter beaucoup aux individus, les transformer et qui est porteur de valeurs puissantes, fortes, humanistes, qui permettraient peut-être de favoriser un monde plus serein. Voilà. Et vous avez fait allusion également à l'enseignement. Vous avez insisté fortement sur peut-être le caractère sclérosant d'un enseignement qui ne permet pas voilà, aux enfants, aux adolescents, de se tourner vers la poésie. Je pense que c'est un des travers particulièrement européens où on ne pratique pas dans l'enseignement les ateliers de pratique. On sclérose peut-être l'esprit de la poésie en la disséquant, en faisant des commentaires, des lectures analytiques, etc., au lieu de la célébrer, de la déclamer, de la dire, de la faire vivre. Voilà. Tout à fait. Merci. Monsieur Crouvel, on a interdit, ou en tout cas on a fait en sorte qu'il y ait de moins en moins d'apprentissage par cœur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un lien de cause à conséquence là aussi, alors qu'on sait très bien que nos aînés étaient capables justement de se souvenir, et pendant des fois toute leur vie, de passages entiers de poèmes ou même de tirades de théâtre? Oui, je pense que la moindre mémorisation peut-être, je crois dans la nécessité de mettre les mots, de les faire vivre, de les entendre, voilà. Et je pense que cela aussi concourt peut-être à cette difficulté. Mais il faut réfléchir également dans une politique culturelle de quelle manière on essaie de la célébrer, de la ritualiser. Vous voyez, à part quelques festivals de poésie, ensuite, il est difficile de... Et le printemps des poètes, c'est chaque année, c'est important, mais je trouve que c'est fort insuffisant dans une politique. C'est très ponctuel. Voilà, c'est ponctuel. C'est événementiel. Et ça ne va pas au-delà. D'autres réactions? En même temps, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui continuent à faire la poésie. Oui, tout à fait. Oui, il y a un besoin d'expression. Et dans des styles, dans toute forme de style, que ce soit poésie académique, donc dans le respect de la prosodie, ou bien en vers libre, ou bien même poésie en prose. On a énormément de manuscrits. C'est un genre qui reste valorisé. Oui. Alors après, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que monsieur disait. La poésie, ça fait appel à l'implicite. Et c'est vrai qu'on est dans une société où tout est explicité, avec, comme vous le disiez, quand même une certaine vulgarité. Alors que la poésie demande à justement pénétrer un petit peu l'épaisseur du mot, ce qu'il y a autour du mot, tout n'est pas dit dans le mot, il rayonne, il y a tout le champ analogique qui permet qui provoque cette vibration du texte, cette résonance. Et c'est vrai que je pense que là, on est beaucoup plus dans une société où tout doit se voir, tout doit se dire, voilà, une sorte de, j'oserais dire, de pornographie. Oui, il manque peut-être la subtilité, la pudeur. Oui, Yvan. Alors, moi, je voudrais en revenir à ce que monsieur a dit, parce que je sais que vous êtes beaucoup d'enseignants. Moi, je n'ai pas suivi d'études, mais j'ai eu une institutrice
qui m'a enseigné les femmes de La Fontaine quand j'avais 7 ans. Et un jour, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui ai dit, ben moi je sais lire et écrire, je serai facteur ou poète. Et en fait, cette femme m'a donné le goût à l'écriture. J'avais la chance à l'époque d'habiter dans une ville qui s'appelle Auxerre, où il y avait la poétesse Marie-Noël. Et elle m'a dit, ben, un jour je te présenterai à Marie-Noël, c'est un grand poète. Alors, dans ma petite tête, moi je m'attendais à une grande dame. Marie-Noël était toute petite. Et je me suis dit, oh là là, c'est ça un poète. Et en fait, elle m'a pris un peu sous son aile. Et c'est là où je pense que les professeurs ont un grand pouvoir, c'est d'accompagner les élèves. Et si je n'avais pas eu cette institutrice à l'époque, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai construit toute ma vie sur la poésie et j'ai eu une vie extraordinaire. Et ça, je pense que les professeurs devraient le retenir parce que c'est très important pour un enfant d'être lu. Moi, j'avais 7 ans quand j'ai écrit mon premier poème. J'avais 17 ans quand j'ai fondé mon premier club de poésie. Et j'ai eu 17 ans quand j'ai eu mon premier prix de poésie. Et je pense que les professeurs ont vraiment un parcours qui doit être, comment dire, initiatique. Voilà, c'est très important. Et moi, je pense très souvent à cette institutrice, parce que moi, les études m'ont couru après très longtemps, mais j'ai toujours eu souvenir de cette institutrice qui m'a accompagné, parce que franchement, ça a changé ma vie. Voilà, c'est tout. La rupture, on l'a peut-être à partir de Marie-Noël, parce que la poésie de la deuxième moitié du XXe siècle, ça n'est plus celle de Marie-Noël. Oui, et puis Marie-Noël, c'était une poésie très empreinte de spiritualité. Oui, Marie-Noël. Mais c'était très beau quand même. Oui, je n'ai pas dit que c'était pas beau. Un peu comme Francis Jarre aussi. Oui. Il a écrit aussi, on peut penser à Peggy aussi. Alors que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a une poésie qui est beaucoup plus théorique, enfin plus... Je trouve que c'est un peu dommage quand même. Plus intellectualisé. Plus intellectualisé. Ouais. La rupture des codes. Et quand on valorise la poésie, quand on se réfère à cette culture humaniste, etc., aujourd'hui, dans les moments solennels, il y a toujours un poème qu'on lit. Donc ça ne veut pas dire qu'elle a une position complètement minuscule dans notre société. Mais elle n'est plus dans le quotidien. Mais quand on lit, c'est pas la poésie de la deuxième moitié du XXe siècle. On va lire les poètes des classiques. Les classiques, ou alors ça va jusqu'à on s'arrête après vers à peu près. Oui, mais justement parce que. Je dirais qu'on a le même problème avec la parce que musique. les ouvrages publiés ne sont pas vulgarisés. Je pense que c'est lié à ça aussi. Prévert, voilà, il a été publié, son recueil Paroles a eu un succès phénoménal. Et c'est vrai que c'est le dernier poète qui a eu un tel succès. André Chédid, qui a été assez médiatisé, n'a pas eu le même succès. Actuellement, il y a Christian Bobin, qui est un poète qui publie dans une grande maison d'édition chez Gallimard. Mais... Oui, mais c'est pas il ne fait pas une des gondoles non plus. On les découvre parfois par hasard. Par réseau aussi. Il se passe le même phénomène avec la musique, avec les autres arts, avec la peinture. Comme j'ai mentionné le mouvement dadaïste, à partir du chant, l'art devient différent. On vire après au conceptuel, et c'est passé aussi avec la poésie. Oui, c'est ça. La musique, on a le même problème aussi, qui n'est pas très populaire, la musique contemporaine. Alors, dans le public, je sais qu'il y a des peintres. Est-ce que, alors je les interpelle, vous prendrez la parole si vous voulez, est-ce que justement la poésie a quelquefois aidé l'inspiration de tableaux? Est-ce que la poésie a eu un rôle important dans votre expression? Est-ce que
vous avez l'impression que vos tableaux, quelquefois, sont plus poétiques que d'autres. Régine, si tu veux. Moi je pense que tous mes tableaux sont poétiques. Voilà. Et par contre, Martine, pour ce que tu disais tout à l'heure, un poème qui nous revient du temps de notre scolarité, moi, dès qu'on a parlé de la guerre en Ukraine, que j'ai été émue par tout ce qui se passait, j'ai eu le souvenir d'un professeur qui était gentil avec moi, parce que sinon j'apprenais rien si on n'était pas gentil avec moi. Alors, comme j'avais le droit en dessin de dessiner ce que je voulais, en poésie, je répondais présente si on me laissait choisir mon poème et le dire. Donc, ça m'a rappelé un poème d'André Chénier qui disait, et que j'avais choisi, on dit que dans sa cellule, deux hommes cette nuit-là qui murmuraient capitule. Capitule, tu peux vivre comme nous, mais tu peux vivre à genoux. Voilà, ça, c'est parce que tout le monde disait mais les Russes font rien, mais les Russes ne se rebellent pas, mais voilà. Alors j'ai pensé à ce poème parce que j'étais pas grande, hein, j'avais 15 ans, oui, mais ça, c'était déjà une situation un peu cornélienne pour moi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et ça se reproduit, et maintenant c'est l'actualité. Moi je prie pour qu'il ait laissé toutes les lignes de Poutine. Voilà. Bon, je vous ai fait rire, c'est bien. Même si c'est difficile de rire dans les circonstances pareilles. La dérision. Martine, peut-être, qui a des peintures aussi très évocatrices. Oui, la poésie, elle est partout, elle est dans le quotidien. On ne peut pas vivre sans la poésie, je pense. Personnellement, moi, Martine, tu le sais, je travaille avec des poètes, comme Jean-Marie Crozal, Jeanne Bessières, et beaucoup d'artistes, d'écrivains aussi. Et François Schein, oui, bien sûr. Et comment vivre sans la poésie, c'est impossible. On l'a dans mes tableaux, les tableaux, comme je disais, il y a de la poésie, forcément. C'est un art complet. On ne peut pas vivre sans. Voilà. Tous les tableaux sont liés. Oui, tous les arts sont liés. Je pense que tous les arts sont liés. La musique, moi je travaille avec des musiciens, je travaille avec des poètes, des écrivains, des gens du théâtre, et tout se rejoint. Donc, qu'elle soit un petit peu absente, c'est vrai, ça me sert à l'usage, Jean-Marie Crozal m'en parle souvent. Je pense que ça vient beaucoup de l'éducation et de l'école, effectivement. Je pense qu'à l'école, et dans le milieu familial aussi, si vous avez des parents qui lisent, qui s'intéressent, qui s'intéressent à la musique, à la peinture, les enfants vont avoir effectivement être beaucoup plus ouverts. Voilà, j'espère que ça changera. Mais quand on était à l'école, on avait des cahiers de poésie avec des poètes qui avaient des noms prestigieux comme Gérard de Nerval. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Je ne sais pas si ça existe encore. Et en plus, il fallait les illustrer sur la page de gauche. Tout à fait. Alors, oui, je rebondis sur la remarque de Régine. Est-ce que, en tant que poète, vous avez une méthode pour encourager quelqu'un à s'intéresser à la poésie, justement le cahier avec les poèmes qu'on recopie, mais dans le contexte scolaire oui, scolaire le cahier de poésie. Le cahier de poésie que vous évoquiez, il existe toujours. Ah, bon. Mais on rencontre bien sûr beaucoup moins de Gérard de Nerval dans les écrits. Non, mais c'était le nom qui vous faisait. Oui. Voilà, moi j'étais inspectrice de l'éducation nationale et c'est vrai que chaque fois que je visitais une classe de primaire, je demandais à voir le cahier de poésie des enfants. Et c'est vrai que la qualité des textes n'était pas au rendez-vous. Parce que je pense que, voilà, on a des textes considérés comme étant des textes poétiques parce qu'il y a une rime qui revient, mais c'est d'une insipidité déconcertante. Et voilà, moi je demandais à l'enseignant, je lui dis pourquoi vous avez choisi ce texte-là? Parce que c'est
c'est de la poésie, mais pourquoi c'est de la poésie? Et là, il ne parvenait pas à me donner de réponse. Donc il y a un travail d'acculturation à ce qu'est la poésie, et puis ça passe par la lecture, par le partage des textes, par des textes qu'on fait vivre, et dans les classes, c'est ce qu'il y a à faire. C'est à la fois, bien sûr, ne pas abandonner la récitation, peut-être la faire autrement, que de laisser l'enfant très timide, tout seul devant tout le monde. On peut faire une mise en voix des textes, et plusieurs enfants peuvent dire un même texte ensemble et choisir comment on va le dire, pourquoi est-ce qu'on va le dire comme ça, qu'est-ce que le texte nous permet de faire pour dire le texte. Voilà. Tout ça, c'est faire vivre le texte, ce sont des choses qui ne sont pas très compliquées à mettre en place en classe. Après, dans les bibliothèques de classe, bien sûr, alimenter la bibliothèque avec des recueils de poésie que les enfants peuvent aller lire, où ils peuvent recopier librement les textes qui leur plaisent, et ça, ils le font. Moi, quand j'étais encore dans ma classe, ça fonctionnait comme ça, et c'est vrai que j'ai rarement vu dans les rayonnages des bibliothèques des écoles de fonds de poésie important. C'est oublié. Il y a du documentaire, il y a du roman, il y a de la BD, mais la poésie, elle n'y est pas non plus. Donc le rôle de l'école, vous le disiez, madame, est fondamental. Quand on n'a pas cet accès à la maison, parce qu'on sait bien que c'est très inégal de ce point de vue-là, l'école a quand même un rôle. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert la poésie, c'est pas dans ma famille. Voilà, grâce à l'école. Puis le goût particulier. Après, bon, on ne peut pas toucher tous les enfants, bien sûr. Tous les enfants ne peuvent pas être amateurs de poésie, mais au moins leur faire découvrir et leur faire accéder à ce mode littéraire. Bon, tu évoquais donc l'interprétation aussi de la poésie, bien sûr. Et dans l'auditoire, il y a une personne qui est une comédienne interprète, Muriel. J'aurais aimé justement que tu nous dises, toi, comment tu as accédé justement à cette lecture très particulière ou cette interprétation très particulière des textes. Et est-ce que justement la poésie peut aider un comédien à se révéler ou à aller plus loin, à pousser plus loin dans l'expression des sentiments? Oui, parce que la poésie, c'est de la musique aussi. Donc un comédien, voilà, il disait donc la poésie, c'est une forme de musique aussi, puisque et le comédien, il a besoin aussi de ça pour exprimer ses sentiments, comme dans une poésie on le fait très bien aussi. Donc c'est très proche. Et je pense que ça, pour les entraînements, pour la mémorisation. Voilà aussi tout ce qui est les mots qui percutent tous ces sentiments. Oui, tout à fait. Donc, la poésie est utile aussi. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi je me rappelle aussi, petite, de tout ce que j'ai pu apprendre et apprécier. C'est pareil de mon côté, dans ma famille, il n'y avait pas spécialement une approche particulière vers la poésie, l'art, tout ça. Et je l'ai fait parce que les enseignants savaient nous transmettre tout ça. C'est pareil, le théâtre, la comédie, c'est aussi les enseignants qui transmettent, et ça aide beaucoup aussi à vivre. Ça, c'est important, et à survivre parfois pour certains. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, dans cet auditoire décidément très riche à Lunel, nous avons aussi un musicien, enfin en tout cas, j'en suis sûre. Alors Pierre, justement, est-ce que vous pourriez nous dire, vous, dans votre expérience de musicien, qu'est-ce que ça a apporté la poésie? C'est-à-dire dans le cadre d'un récital, est-ce que c'est une valeur ajoutée pour le musicien qui joue, ou est-ce que ce sont vraiment deux univers parallèles?
Parce qu'il y a, en fait, comment, en tant que musicien, on ressent la passerelle ou pas? Parce qu'en fait, la musique se passe de mots. Hein. Alors, justement, jusqu'à quel point? S'il vous plaît. Merci. Cette question est intéressante. Est-ce que la musique se passe de mots? Non. Elle ne se passe pas de mots, tout simplement, parce qu'elle a besoin, et souvent, elle a un support narratif, qui n'est pas forcément poétique au sens où on peut l'entendre, mais elle a un support narratif qui oblige à réfléchir sur la musique. C'est très intéressant la discussion qu'il y a depuis quelques minutes là dans cette salle. En fait, on s'aperçoit, si je peux tirer cette synthèse, que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de disséquer un poème pour qu'il existe? Et deuxième point, est-ce qu'on a besoin que cette dissection, cette méthodologie d'analyse, on va dire, ait un sens, donne un sens au poème? Eh bien, on a exactement le même phénomène dans la musique. Alors, il y a le cas le plus, je dirais, le plus simple, c'est on trouve un musicien qui a mis un poème en musique. Mais ça ne remonte pas à il y a 6 mois, hein, ça remonte à toute l'histoire de la musique, même à l'époque grecque. Oui, la deuxième chose qui est intéressante, c'est de se dire la musique que le compositeur va écrire, la musique qui va être jouée par un instrumentiste ou par un orchestre ou par une voix chantée. Est-ce que dans le chant, par exemple, dans un opéra, est-ce qu'on est plutôt en train de raconter l'opéra, c'est-à-dire de dire le texte, ou est-ce qu'on est en train de faire passer par la musique le sentiment du texte? C'est explicite, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est incroyablement la mort de la poésie, la mort de la musique, et même, je pense, la mort, bien sûr, de la peinture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un tableau et qu'on dit là, il faut voir ça, là, il faut voir ça, etc. Alors ça, c'est un problème qui touche en effet tous les arts, actuellement. La musicologie, c'est très intéressant. Quand la musicologie, c'est-à-dire l'analyse du texte musical, est intéressant si on peut le rapporter à quelque chose. Le rapporter à quelque chose qui est le sens de la musique. C'est intéressant sur le plan historique, parce que ça aide, par moments, l'analyse du texte musical aide à comprendre la manière dont il faut exécuter ce texte. Mais cette manière d'exécuter ne ferme pas la liberté d'expression. C'est là où une ambiguïté terrible entre l'écrit et l'oral. Faut-il, moi je pose la question à des poètes ici, faut-il lire un texte? À voix haute, tu veux dire? À voix haute? Oui. Lire. Oui. Faut-il lire un texte à voix haute? Faut-il lire un texte simplement avec les yeux? C'est-à-dire voir des mots et que chaque mot ou chaque assemblage de mots donne un sens à ce texte. C'est une affaire extrêmement ambiguë dans le domaine littéraire, ça. Jusqu'où peut-on aller dans la nécessité d'expliciter quelque chose? Si j'ai bien compris, vous avez rencontré Marie-Noël. Bon. Il y a eu cette institutrice qui vous a, comment dire, impulsé et emmené vers elle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris quelqu'un qui avait sans doute, au fond, une capacité à s'exprimer par la poésie et qu'elle a emmené voir un autre poète. Ça, c'est extraordinaire. C'est là que se fait la liaison, à mon avis. Et quand se pose la question de la musique, elle existe pour tous les musiciens et tous les compositeurs. Le compositeur, soit il est, contraint par un texte, poétique ou pas poétique, mais il peut aussi, à partir d'un texte, arriver à concevoir une musique
qui va être narrative. Et cette narration ne sera pas la même à l'écoute de la même musique pour des auditeurs différents. Si on ne laisse pas cette liberté exister, on tue l'art. Ça, c'est clair. Voilà, c'est tout. Oui, moi je pousserai comme vous, je systématiserai cette articulation justement entre ce qui est de l'ordre de la technique et ensuite ce qui est de l'ordre de la création. Oui, parce que la recréation, elle est à ce moment-là. Merci, je vous en prie. Merci. Mais quand même, il doit y avoir le rôle des parents pour éduquer les enfants à l'art. C'est primordial. Mais ça dépend des milieux. Il y a des milieux où c'est totalement démuni. Voilà, moi j'ai travaillé dans des quartiers très pauvres. Et les familles, il y avait quoi? Une table et des chaises pour chacune des personnes, un lit et le canapé, et c'est tout, quoi. Alors que le livre, vous pensez bien que... Non, mais je pense aussi à la musique. Moi, j'ai découvert Mozart à 4 ou 5 ans dans la voiture de mon père, parce qu'il m'avait mis, un morceau de Mozart, et c'est le morceau qui me reste toute ma vie. Pour d'autres enfants, ça pourra se passer à l'école maternelle. Il faut pouvoir se passer dans la voiture des parents, l'école, ou à la crèche. Même à la crèche, on fait aussi des choses extraordinaires. Il faudrait que ça soit associé, tout ça. Qu'on puisse associer. Vous avez 20 ans, maintenant, c'est la musique. Oui. Bien sûr. Après, ça dépend aussi des fois des traditions culturelles, parce que moi j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique et des fois avec très très peu de moyens, des gens assis par terre sous un arbre arrivent à échanger une espèce de patrimoine poétique qui se transmet de génération en génération. Voilà, dans la tradition orale et avec très peu finalement de moyens. Donc je pense qu'en France, bien sûr qu'il y a un rôle de la part de nos médiathèques, de nos bibliothèques et aussi de nos services culturels, et c'est pour ça que je laisserai Madame Paulery conclure. Madame Paulery qui est aussi artiste elle-même et qui pourra peut-être dire le rôle qu'a joué pour elle la poésie, puisqu'elle me disait il n'y a pas si longtemps qu'elle aimait beaucoup la poésie. Mais au-delà, je dirais, de tous ces moyens, il y a aussi une tradition, quoi, une volonté de se faire passer d'une génération à l'autre, au-delà de tous les clivages finalement d'âge et d'appartenance sociale. Une parole qu'on juge précieuse. Voilà. Et ça, ça a à voir aussi avec, évidemment, la musique, avec tous les arts, finalement. Parce qu'on s'aperçoit aussi dans certaines sociétés vraiment très, très pauvres, qu'il continue d'y avoir aussi un art qui se partage avec des totems, avec des masques, avec... bon, je sais que j'étais imprégnée par ces sociétés africaines, quoi, où vraiment on avait à peine de quoi manger, mais où par contre l'art était très présent. Donc c'est vraiment aussi un choix de société. Et peut-être qu'aujourd'hui on est dans une espèce de surconsommation qui nous aveugle, qui nous rend sourds, qui nous casse en fait, qui nous coupe de toute, enfin, justement de notre propre sensualité, de notre propre sensorialité. Régine, je suis sûre que tu vas avoir le mot de la fin. Là, vous parlez d'un monde invisible pour les gens. Les gens, ceux qui voient, c'est pas ça. La poésie, c'est trop abstrait pour eux. En plus, il y a de la littérature, il y a des mots difficiles. Moi, je sais que quand on emploie des mots difficiles, des fois, je le fais exprès.
Et j'ai dit, c'est ma broderie. et ça implique ce luxe des mots difficiles, de faire un texte. En fait, je dis des mots difficiles, des mots qui ne sont pas usuels dans le langage du commun des mortels et du quotidien. Donc c'est accès à un monde complètement invisible. Et s'y te sentir bien dedans en plus. C'est parce qu'on évolue dans un monde évoqué, dans un monde complètement avec une charte matérialiste. Et justement, la musique, c'est la vie en fait. Et cet accès, on l'aurait avec la poésie. La poésie, c'est aussi son côté subversif. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer, monsieur, peut-être? Bon, je vais laisser donc la conclusion à Madame Bollery, s'il vous plaît, pour clôturer donc cette 8e édition de Poésie à deux voix dans le cadre du Printemps des Poètes 2022. Madame Bollery, c'est sa première édition et en plus elle a eu la gentillesse d'être là parmi nous. Merci Madame Bollery. Bonjour à tous et à toutes. Donc en fait, c'est un grand honneur de vous recevoir ici, à la salle Castel, à Lunel. Merci, moi j'aurais plutôt envie de vous dire merci, parce que vous remerciez beaucoup la ville de Lunel, mais merci, la ville de Lunel vous remercie en tout cas d'avoir organisé, Martine, cet événement, et puis vous, Madame Lunel, d'être venue donc ici pour nous exposer donc, ces intéressants textes que vous nous avez lus. Donc oui, la poésie me touche particulièrement parce que je l'ai découverte aussi en cours, quand j'étais en seconde, et je suis tombée amoureuse du texte de Lamartine, Alfred de Vigny, etc. Donc ça a été une découverte quand même assez exceptionnelle pour moi. Et puis, je rejoins tout le monde dans tout ce qui a été dit. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord, la poésie est partout, en fait. Que ce soit dans la danse, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le théâtre, la littérature, enfin la poésie pour moi elle est partout. Seulement elle n'est pas assez mise en avant lors d'événements. Alors oui, effectivement, ce sont des événements qui ont lieu par-ci par-là dans l'année. Donc bon, on a quand même cette chance que ce soit malgré tout qu'il y ait des salons, des événements autour de la poésie. Donc moi j'ai envie de vous dire, on va essayer de faire en sorte que la poésie soit plus présente sur Lunel, en tout cas. On va faire en sorte de lui donner un rayonnement qu'elle mérite, et puis à travers aussi différents événements. Voilà. Donc juste pour info, en ce moment il y a l'exposition de Charlie Couture, et lui il se dit poète rock. Donc voilà, donc la poésie aussi, elle est des fois exprimée différemment dans différents registres. Mais voilà, dans la musique aussi, on a des slammers qui font des très beaux textes. Donc la poésie, malgré tout, elle fait partie de notre quotidien. Et voilà, il faut juste un peu plus la mettre en avant. Voilà, je vous libère la parole. Merci. Alors je remercie tous ceux qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont voulu apporter leur témoignage. J'espère qu'on se retrouvera donc l'année prochaine pour le Printemps des Poètes. Ce sera bon signe. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous approcher des tables de lecture pour regarder les recueils. Et puis également, peut-être parce que vous avez envie de vous procurer un des recueils ou les deux de